C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un terme qui est très chargé. On est d'accord, intelligence, ça évoque beaucoup de choses. Quand on pense à ça, on se demande, en fait, on ne sait même pas trop répondre à ce qu'est l'intelligence humaine, je pense. Donc, j'aimerais faire le petit exercice de regarder aujourd'hui, dans les outils qu'on utilise dans notre environnement technologique, quels outils sont des outils qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc, peut-être nommer quelques exemples. Quelque chose comme Google Photos. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou qui est capable de reconnaître le visage. Même votre caméra, votre iPhone, votre Android aujourd'hui est capable de faire ça. On prend une photo, ça identifie le visage. Ça peut même nommer la personne qui est dans la photo. Si vous avez déjà nommé ou tagué ces personnes-là, ça peut le faire de manière automatique. Ça peut reconnaître si la personne sourit, si elle est contente, si elle n'est pas contente. On a d'autres utilisations dans les moteurs de recherche, la façon dont les moteurs comprennent les questions qu'on leur pose aujourd'hui. C'est beaucoup plus évolué qu'avant. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge et que j'allais à la bibliothèque, je faisais une recherche pour un livre, j'étais mieux de ne pas faire de faute d'orthographe dans ma recherche parce que le système, c'était bête et méchant. Ça cherchait le mot que j'avais écrit. Aujourd'hui, il y a une compréhension de la question. On va dans la sémantique. Hein. On va essayer de comprendre la question à un niveau plus loin. Ça fait appel à l'intelligence artificielle. Un autre aspect très intéressant, les systèmes de recommandation. Quand vous allez sur votre fil de nouvelles Facebook, toutes les nouvelles qu'il y a là, les unes après les autres, l'ordre dans lequel elles sont postées, les publicités qui apparaissent, tout ça, c'est une intelligence artificielle qui va venir décider de ce contenu-là pour vous, en fonction de ce sur quoi vous avez cliqué, de ce que vous semblez aimer, les vidéos que vous regardez le plus longtemps. Mais on est loin de l'intelligence artificielle dans un robot, hein, comme on peut parfois y penser, qu'on appelle en anglais « embodied AI », une intelligence artificielle avec un vrai corps. C'est pas vraiment là qu'on la retrouve le plus aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore défini le terme. Puis pour peut-être aller vers une définition ou comprendre un peu la définition que je vais vous proposer, qui n'est pas nécessairement une définition admise, mais qui, je trouve, est évocatrice. Okay? Essayons de remonter le fil du temps puis voir des exemples de l'intelligence artificielle qui seraient un petit peu plus vieux que ceux que je viens de vous nommer. Donc, on peut remonter 97, je crois. En 97, Deep Blue, c'est ça, Deep Blue, qui avait battu Kasparov aux échecs. Un exemple d'intelligence artificielle qui joue aux échecs encore mieux que les humains. Si on remonte un peu plus avant ça, bien, les premières machines étaient capables de jouer au tic-tac-toe, étaient capables de jouer à des jeux très basiques. Et à ce moment-là, on appelait ça de l'intelligence artificielle. Pour tout le monde qui regardait ça, il disait bien, ça prend de l'intelligence pour jouer au tic-tac-toe. Et là, on pourrait remonter encore plus. Les premiers ordinateurs, hein, quand on a réussi à casser les codes cryptographiques dans la Deuxième Guerre mondiale, les ordinateurs qui ont utilisé ça, bien, on pouvait dire à la rigueur qu'ils utilisaient des technologies d'intelligence artificielle. Mais moi, j'aime ça, amener ça encore plus loin, à l'époque pré-technologique, avant même qu'on ait des transistors. J'amène un exemple que j'ai vu au British Museum à Londres. Et là, j'avais vu un gros bateau en or. Puis ça expliquait, la petite notice en dessous expliquait que ça avait appartenu à un riche notable chinois, je pense dans les années 1500, autour de ça. Cette personne-là mettait le bateau sur sa table de salle à dîner devant tous les convives. Et puis, à un certain moment, le bateau commençait à bouger tout seul. Les petits bonhommes sur le bateau commençaient à bouger. Les canons commençaient à tirer de la fumée. Et je peux imaginer la réaction des convives à ce moment-là. Je suis sûr que c'était quelque chose comme « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça doit être intelligent. Ça bouge tout seul. » Le réflexe, c'est de se dire il y a un désir en arrière, il y a quelque chose, il y a une forme d'intelligence qui permet à ce truc-là de bouger. Aujourd'hui, on sait tous très bien que c'est un automate. C'est juste des gears qui tournent, des ressorts, des trucs comme ça qui font que ce truc-là bougeait. Mais pour un non-initié qui n'est pas en mesure de voir ça, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. C'est soit de la magie ou soit de l'intelligence. L'intelligence artificielle, quand on y pense un peu, sa définition, à mon avis, est très changeante dans le temps. On la définirait un peu comme
le truc à un certain moment donné qui nous impressionne chez la machine. Quelque chose qu'on pensait qui était du ressort de l'intelligence humaine et qui, du jour au lendemain, à cause des progrès technologiques, à cause des progrès de la science, est possible sur une machine. Donc, la première fois qu'on a vu une machine jouer au Go, battre un humain au Go, on s'est dit, cette machine-là, elle est intelligente. Mais il y a une très grande part d'anthropomorphisme dans ce raisonnement-là. Parce qu'on se dit, une machine qui est capable de jouer au Go, c'est comme un humain qui est capable de jouer au Go. Ça prend un certain degré d'intelligence pour être en mesure de faire ça. Alors que ce n'est pas le cas. Cette machine-là utilise un paquet de technologies, de trucs qui ne sont pas les mêmes trucs que nous, on utilise pour jouer au Go. C'est pas la même chose. Puis même si on appelle ça des réseaux neuronaux, la technologie derrière, ça ne veut pas dire que c'est pareil comme un cerveau humain, loin de là. C'est inspiré, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, cet anthropomorphisme-là fait un peu en sorte qu'on voit des résultats ponctuels à travers le temps de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire et on extrapole et on se dit, bien, ça y est, dans 10 ans, on va avoir ce qu'on appellerait une intelligence artificielle générale, qui est un concept qui est beaucoup mieux défini, en fait, que l'intelligence artificielle elle-même. L'intelligence artificielle générale, ce serait un système, un ordinateur, un robot, peu importe, qui serait capable de réaliser toutes les tâches qu'un humain serait capable de faire, qui ne pourrait pas être distingué d'un humain. Donc, on aurait un test qui a été proposé par un chercheur qui s'appelle Alan Turing, donc, dont vous avez peut-être entendu parler. Puis le test de Turing, où on met un humain devant une machine, devant un écran d'ordinateur, et cet humain-là peut questionner l'ordinateur et poser n'importe quelle question. Et de l'autre côté, il y a soit un humain qui donne les réponses, soit c'est un système qui donne les réponses. Et si l'utilisateur n'est pas capable de distinguer l'humain du système, alors là, on va dire que le système a passé le test de Turing. Et là, on peut poser n'importe quelle question. On peut dire « compose-moi un sonnet ». Et là, s'il compose un sonnet, mais que le sonnet est trop parfait, on va se dire « ah, c'est probablement une machine ». Donc, il faut qu'il soit capable d'avoir les mêmes imperfections qu'un humain. On voit que ça doit jouer beaucoup dans la subtilité pour fonctionner. On peut aller très loin avec le test de Turing. Mais c'est quand même mieux défini comme concept. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de regarder, je pense, les progrès que l'intelligence artificielle a fait jusqu'à maintenant et d'extrapoler, de se dire on est à la veille de pouvoir avoir des résultats en intelligence artificielle générale. Au début, on a parlé d'un paquet d'exemples. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, les systèmes de recommandation. Aujourd'hui, les systèmes de recommandation que vous voyez, auxquels vous faites face, Google, Facebook, YouTube, ce genre de trucs-là, se basent beaucoup sur les comportements que vous adoptez en ligne. D'accord? Sur Facebook, par exemple, si vous cliquez sur une vidéo, vous avez tendance à cliquer sur les vidéos avec des petits chatons cute qui font des affaires tellement mignonnes. Bien, vous allez avoir de plus en plus de vidéos de cette nature-là. Donc, nos outils technologiques, notre environnement technologique aujourd'hui a beaucoup accès à nos comportements quand on utilise ces outils-là. Ces comportements-là sont souvent drivés par notre cerveau reptilien, nos réflexes un petit peu épidermiques. On a le goût d'écouter plus d'affaires cute, on va écouter le prochain vidéo. Ah, on voit sur un fil de nouvelles une nouvelle qui s'accorde avec notre opinion, on clique sur « like », on la regarde plus longtemps. Okay? On voit une nouvelle qui nous agace ou avec laquelle on n'est pas d'accord, on se choque, on ne la lit pas, on scrolle. Qu'est-ce que ça a comme effet, ça, d'avoir un système qui est optimisé uniquement pour nos comportements, uniquement pour ces réflexes-là? On fait face éventuellement à un univers technologique qui ressemble beaucoup à nos comportements. Mais est-ce qu'on n'est que nos comportements au moment de nos interactions avec ces outils-là? Donc, c'est la question avec laquelle je vous laisse un peu. Est-ce qu'on pourrait penser à faire évoluer notre environnement technologique pour qu'il puisse se rapprocher plus de nos aspirations, de nos désirs, des personnes qu'on souhaite être, plutôt que de ressembler aujourd'hui à ces outils-là qui sont très alignés avec les comportements qu'on adopte quand on les utilise. Merci beaucoup.